Alors, dans la série consacrée aux poètes et prosateurs de l'époque romantique, nous allons étudier aujourd'hui un poème célèbre de Victor Hugo, Beaux endormis. C'est un poème plus que célèbre, c'est un poème unique, enfin, c'est d'une beauté extraordinaire. D'ailleurs, je racontais à mes amis ici que Peggy avait l'habitude de dire « à ce jour-là, il a couché avec Dieu », ce qui est une façon de dire que le poème est réussi. Alors, comme toujours, je vous laisse aller jusqu'au bout et je vous reprendrai après. Très bien, madame. Bose s'était couché de fatigue accablé. Il avait tout le jour travaillé dans son air, puis avait fait son lit à sa place ordinaire. Bose dormait auprès des boisseaux pleins de blé. Ce vieillard possédait des champs de blés et d'orge. Il était, quoique riche, à la justice enclin. Il n'avait pas de fange en l'eau de son moulin, il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. Sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril. Sa gerbe n'était point avare ni haineuse. Quand il voyait passer quelques pauvres glaneuses, « Laissez tomber exprès des épis », disait-il. Cet homme marchait pur, loin des sentiers obliques, vêtu de probité candide et de lin blanc. Et, toujours du côté des pauvres ruisselants, ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques. Bose était bon maître et fidèle parent. Il était généreux, quoiqu'il fût économe. Les femmes regardaient Bose plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première entre aux jours éternels et sort des jours changeants. Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens. Mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Donc Bose, dans la nuit, dormait parmi les siens. Près des meules qu'on eût prises pour des décombres, les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres. Et ceci se passait dans des temps très anciens. Les tribus d'Israël avaient pour chef un juge. La terre où l'homme errait sous la tente inquiet, des empreintes de pieds de géants qu'il voyait étaient encore mouillées et molles du déluge. Comme dormait Jacob, comme dormait Judith, Bose, les yeux fermés, gisait sous la feuillée. Or la porte du ciel s'étant entrebâillée, au-dessus de sa tête, un songe en descendit. Et ce songe était tel que Bose vit un chêne qui, sorti de son ventre, allait jusqu'au ciel bleu. Une race y montait comme une longue chaîne. Un roi chantait en bas. En haut mourait un dieu. Et Bose murmurait avec la voix de l'âme. Comment se pourrait-il que de moi ceci vint? Le chiffre de mes ans a passé 80, et je n'ai pas de fils, et je n'ai plus de femme. Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, ô Seigneur, a quitté ma couche pour la vôtre. Et nous sommes encore tous mêlés l'un à l'autre, elle à demi vivante, et moi mort à demi. Une race naîtrait de moi. Comment le croire? Comment se pourrait-il que j'eusse des enfants? Quand on est jeune, on a des matins triomphants. Le jour sort de la nuit comme d'une victoire. Mais vieux, on tremble ainsi qu'à l'hiver le bouleau. Je suis veuf, je suis seul, et sur moi le soir tombe, et je courbe, ô mon Dieu, mon âme vers la tombe, comme un bœuf ayant soif penche son front vers l'eau. Ainsi parlait Bose dans le rêve et l'extase, tournant vers Dieu ses yeux par le sommeil noyés. Le cèdre ne sent pas une rose à sa base,
et lui ne sentait pas une femme à ses pieds. Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une Moabite, s'était couchée aux pieds de Bose, le sein nu, espérant on ne sait quel rayon inconnu quand viendrait du réveil la lumière subite. Bose ne savait point qu'une femme était là, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle. Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Les anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer dans la nuit, par moments, quelque chose de bleu qui paraissait une aile. La respiration de Bose, qui dormait, se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse. On était dans le mois où la nature est douce, les collines ayant des lys sur leur sommet. Ruth songeait et Bose dormait. L'herbe était noire. Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement. Une immense bonté tombait du firmament. C'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Tout reposait dans Ur et dans Jérimadette. Les astres émaillaient le ciel profond et sombre. Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l'ombre brillait à l'Occident. Et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel Dieu, quel moissonneur de l'éternel été avait, en s'en allant, négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. C'est bien. Eh bien, voyez-vous, c'est bien. Mais ça n'est pas tout à fait bien. Parce que la première chose qui compte dans ce poème, c'est la tranquillité. Oui. Il faut que ce soit un largo de violoncelle, vous savez. Supposez par exemple une fugue de Bach, il faut que ce soit comme ça. Il faut que ce soit une espèce de chant absolument continu et très large. Alors, je crois que pour ça, il vous manque de la musique. Et c'est curieux, comme je vois avec vos camarades, c'est la même chose. C'est toujours la musique qui manque. Et ça, c'est parce qu'on vous en a privé. On vous dit tout le temps, il ne faut pas chanter, il ne faut pas ceci. C'est évident, il ne faut pas chanter. Mais je vous ai déjà expliqué que pour dire bien les vers, il faut accentuer de telle manière que chaque mot étant articulé, étant séparé par son articulation de l'autre, par son accentuation, il n'y a pas de chant, il n'y a pas de mélopée. Et pourtant, il y a le chant dessous. Et ça, il faut que le chant là-dedans. C'est absolument indispensable. Bon, s'était couché de fatigue accablé. Il avait tout le jour travaillé dans son air, puis avait fait son lit à sa place ordinaire. Bose dormait auprès des boisseaux pleins de blé. Ce vieillard possédait des champs de blé et d'orge. Il était, quoique riche, à la justice enclin. Il n'avait pas de fange en l'eau de son moulin. Il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. Sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril. Sa gerbe n'était point avare ni haineuse. Quand il voyait passer quelques pauvres glaneuses, laissez tomber exprès des épis, disait-il. Cet homme marchait pur, loin des sentiers obliques, vêtu de probité candide et de lin blanc. Et toujours du côté des pauvres, ruisselants, ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques. Bose était bon maître et fidèle parent. Il était généreux, quoiqu'il fût économe. Les femmes regardaient Bose plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première, entre aux jours éternels et sort des jours changeants. Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Vous voyez, j'ai presque pas élevé la voix.
C'est une espèce de chant continu. C'est quelque chose, vous savez, c'est quelque chose qui est tellement plein. C'est que, imaginez un bassin dans lequel la marée est pleine. Enfin, il n'y a pas place pour des petites nuances. Tout ça doit être extrêmement calme et un chant continu. Mais il faut le chant. Alors, il faut que vous trouviez moyen d'introduire là-dedans de la musique sans aucune espèce de mélopée. Encore une fois, je vous donne le moyen. Je crois que vous avez entendu ce que j'ai fait. C'est très simple. Mais c'est cette simplicité qu'il est difficile d'atteindre. Et c'est celle qu'il faut atteindre dans ce poème. C'est le poème de la simplicité et de la perfection classique. Ça. Alors, vous allez le reprendre en essayant de me trouver le moyen de faire ce que je vous dis là, c'est-à-dire par le fait que votre accentuation sera parfaite, vous ne courez aucun risque de mélopée. N'est-ce pas si vous dites « Boss était couché de fatigue, accablé, il avait tout le jour travaillé dans son air ». Oui, mais c'est pas ça. Du moment que vous articulez, que vous séparez chaque mot avec votre accentuation, vous ne courez aucun risque de mélopée. Essayez, vous allez voir. Bose s'était couché de fatigue accablé. Il avait tout le jour... Il y a quelque chose de parler là, accablé. Bose s'était couché de fatigue accablé. Il faut, encore une fois, il faut de la musique. Je ne saurais trop le dire. Non, il faut un chant là-dedans. Bose s'était couché de fatigue accablé. Bien. Il avait tout le jour travaillé dans son air, puis avait fait son lit à sa place ordinaire. Bose dormait auprès des boisseaux pleins de blé. Ce vieillard possédait des champs de blés et d'orge. Il était, quoique riche, à la justice enclin. Il n'avait pas de fange en l'eau de son moulin. Il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. C'est bien. Sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril. Sa gerbe n'était point avare ni haineuse. Quand il voyait passer quelques pauvres glaneuses, « Laissez tomber exprès des épis », disait-il. Cet homme marchait pur, loin des sentiers obliques, vêtu de probité candide et de lin blanc. Et, toujours du côté des pauvres ruisselants, ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques. Mais vous voyez encore, il traîne encore là des accents qui sont des accents parlés. Je comprends très bien que vous ayez cette tentation et qu'on l'ait. Très tentant. Mais non seulement, Oui, il faut la vaincre, n'est-ce pas? Cet homme marchait pur, loin des sentiers obliques, vêtu de probité candide et de lin blanc. Et toujours du côté des pauvres ruisselants, ces sacs de grains semblaient des fontaines publiques. N'est-ce pas? C'est dans chaque mot, à la vérité, qu'il faut que la musique existe. Cet homme marchait pur, loin des sentiers obliques, vêtu de probité candide et de lin blanc, et toujours du côté des pauvres ruisselants, ces sacs de grains semblaient des fontaines publiques. C'est bien. Bose était bon maître et fidèle parent, il était généreux quoiqu'il fût économe. Les femmes regardaient Bose plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. C'est ça. Alors ça, j'aimerais bien qu'on le sente, n'est-ce pas? Car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Il ne faut jamais que ce soit forcé. Il ne faut jamais que la nuance soit forcée, mais il faut qu'elle existe, n'est-ce pas? Bose était bon maître et fidèle parent. Il était généreux, quoiqu'il fût économe. Les femmes regardaient Bose plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première, entre aux jours éternels et sort des jours changeants. Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. N'est-ce pas? Bose était bon maître et fidèle parent. Il était généreux, quoiqu'il fût économe. Les femmes regardaient Bose plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première,
entre aux jours éternels et sort des jours changeants. Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Alors, est-ce que vous pouvez dire le dernier vers, là, le vers tout d'un trait sans qu'il soit coupé? Oui, oui, sans... Le vieillard qui revient vers la source première, entre aux jours éternels et sort des jours changeants. Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. N'est-ce pas? Sur le mot lumière, en fait, vous comprenez ce que je veux dire? Ce sont des choses internes, ça, c'est presque impossible de vous donner le moyen d'exprimer. C'est en vous-même qu'il faut le trouver. Le vieillard qui revient vers la source première entre aux jours éternels et sort des jours changeants. Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. C'est bien. Donc Bose, dans la nuit, dormait parmi les siens. Près des meules qu'on eût prises pour des décombres, les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres. Et ceci se passait dans des temps très anciens. Alors ça, c'est un vers qui sort du contexte général. Il faut le détacher légèrement. Oui. Et ceci se passait dans des temps très anciens. Donc Bose, dans la nuit, dormait parmi les siens, près des meules qu'on eût prises pour des décombres. Les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres, et ceci se passait dans des temps très anciens. Donc Bose, dans la nuit, dormait parmi les siens, près des meules qu'on eût prises pour des décombres. Les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres. Non, ne faites pas sans s'arrêter là. Oui, les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres, et ceci se passait dans des temps très anciens. Donc Bose, dans la nuit, dormait parmi les siens. Près des meules qu'on eût prises pour des décombres, les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres. Et ceci se passait dans des temps très anciens. Les tribus d'Israël avaient pour chef un juge. La terre où l'homme errait sous la tente inquiet des empreintes de pieds de géants qu'il voyait, était encore mouillée et molle du déluge. Comme dormait Jacob, comme dormait Judith. Comme dormait Jacob, comme dormait Judith, Bose, les yeux fermés, gisait sous la feuillée. Non, mais les yeux fermés, pas de sens à dire. Oui, Bose, les yeux fermés, gisait sous la feuillée. Comme dormait Jacob, comme dormait Judith, Bose, les yeux fermés, gisait sous la feuillée. Or, la porte du ciel s'étant entrebâillée, au-dessus de sa tête, un songe en descendit. Et ce songe était tel que Bose vit un chêne qui, sorti de son ventre, allait jusqu'au ciel bleu. Une race y montait comme une longue chaîne. Un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu. Et Bose murmurait avec la voix de l'âme, « Comment se pourrait-il que de moi ceci vint ? Le chiffre de mes ans a passé 80, et je n'ai pas de fils, et je n'ai plus de femme. Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi. » Ne perdez pas votre rythme. Et je n'ai pas de fils, et je n'ai plus de femme. Oui. Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, ô Seigneur, a quitté ma couche pour la vôtre. Et nous sommes encore tous mêlés l'un à l'autre. Elle à moitié vivante et moi mort à demi. Une race naîtrait de moi. Comment le croire? N'est-ce pas, c'est pas un drame? Oui, oui. C'est un poème.
Parce qu'on pourrait dire, ah, voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, ô Seigneur, a quitté ma couche pour la vôtre, et nous sommes encore tous mêlés l'un à l'autre. Elle à moitié vivante, et moi mort à demi. On voit d'ici. Une race naîtrait de moi? Comment le croire? Comment se pourrait-il? Enfin, vous voyez d'ici. Un poème. Musique, musique. Et Bose murmurait avec la voix de l'âme. Comment se pourrait-il que de moi ceci vint? Le chiffre de mes ans a passé 80, et je n'ai pas de fils, et je n'ai pas de femme. Et je n'ai plus de femme. Le chiffre de mes ans a passé 80, et je n'ai pas de fils, et je n'ai plus de femme. Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, ô Seigneur, a quitté ma couche pour la vôtre, et nous sommes encore tous mêlés l'un à l'autre, elle à demi vivante, et moi mort à demi. Non, voyez-vous, ce n'est pas juste. Parce que c'est une chose de regret, mais c'est une chose tout de même très vivante, très forte. De constatation. Et Oui. voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, ô Seigneur, a quitté ma couche pour la vôtre. Et nous sommes encore tous mêlés l'un à l'autre. Elle à demi vivante et moi mort à demi. N'est-ce pas, c'est grave tout ça. Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, ô Seigneur, a quitté ma couche pour la vôtre. Et nous sommes encore tous mêlés l'un à l'autre. Elle à demi vivante et moi mort à demi. Bien. Une race naîtrait de moi. Comment le croire? Comment se pourrait-il que juste des enfants? pourrait-il que juste des enfants? Quand on est jeune, on a des matins triomphants. Le jour sort de la nuit comme d'une victoire. Mais vieux, on tremble ainsi qu'à l'hiver le bouleau. Je suis veuf, je suis seul, et sur moi le soir tombe. Et je courbe, ô mon Dieu, mon âme vers la tombe, comme un bœuf ayant soif penche son front vers l'eau. Ça, c'est un magnifique vers. Il ne faut pas le couper, hein. Comme un bœuf ayant soif penche son front sur l'eau. Cocteau appelait ça dire des vers qui ont 24 pieds, mais c'est la vérité. Il faut les étirer, n'est-ce pas? Et je courbe, ô mon Dieu, mon âme vers la tombe, comme un bœuf ayant soif penche son front vers l'eau. Et je courbe, ô mon Dieu, mon âme vers la tombe, comme un bœuf ayant soif penche son front vers l'eau. Voilà. Ainsi parlait Bose dans le rêve et l'extase, tournant vers Dieu ses yeux par le sommeil noyé. Le cèdre ne sent pas une rose à sa base, et lui ne sentait pas une femme à ses pieds. Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une Moabite, s'était couchée aux pieds de Bose, le sein nu, espérant on ne sait quel rayon inconnu, quand viendrait du réveil la lumière subite. Bose ne savait point qu'une femme était là, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Alors, voyez-vous, il faut tout de même aller un petit peu plus lentement, Oui, à mon accélérer un avis. peu le... Bose ne savait point qu'une femme était là, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Il ne faut pas dire, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Il faut tout de même que les intentions de Dieu, on leur fasse une petite place. Alors, Bose ne savait point qu'une femme était là, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. voilà. Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle. Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Les anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer dans la nuit, par moments, quelque chose de bleu qui paraissait une aile. Alors ça, c'est le mystère du génie, c'est admirable, n'est-ce pas? L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Les anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer dans la nuit, par moments,
quelque chose de bleu qui paraissait une aile. Ça veut rien dire, mais c'est tellement beau. Alors, tout de même, il faut qu'on le sente, ça, il faut que vous le marquiez un peu. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Les anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer dans la nuit, par moments, quelque chose de bleu qui paraissait une aile. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose de bleu? Personne n'en sait rien. C'est tellement beau. La respiration de Bose qui dormait se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse. À vous. La respiration de Bose qui dormait se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse. On était dans le mois où la nature est douce, les collines ayant des lys sur leurs sommets. Ruth songeait et Bose dormait. L'herbe était noire, les grelots des troupeaux palpitaient vaguement. Une immense bonté tombait du firmament. C'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Très bien. Tout reposait dans Ur et dans Jérimadette. Les astres émaillaient le ciel profond et sombre. Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l'ombre brillait à l'Occident. Et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel Dieu, quel moissonneur de l'Éternel était... Alors, voyez-vous, ne sortez pas. Quel Dieu, quel moissonneur. Et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel Dieu, quel moissonneur. C'est Dieu et moissonneur, ce qui est important, c'est pas quel, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel Dieu, quel moissonneur de l'Éternel été avait, en s'en allant, négligemment jeté cette faucille d'or. Je n'ai pas mon souffle là. Il faut bien remplir ses poumons. Immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel Dieu, quel moissonneur de l'Éternel été avait, en s'en allant, négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel Dieu, quel moissonneur de l'Éternel été avait, en s'en allant, négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Bien, c'est bien, vous prendrez votre souffle pour élargir les derniers vers, n'est-ce pas? Mais c'est bien, c'est mieux. Vous avez bien compris ce que je voulais dire, surtout. Cette espèce de chant continu. C'est pour ça que le poème est difficile à dire. C'est qu'il faut à la fois une continuité de son et qu'il faut tout de même introduire dedans certaines nuances, mais imperceptibles. Parce que sans ça, ça devient tout de suite vulgaire. C'est tellement beau, on ne peut pas, il n'y a rien à dire, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une syllabe à reprendre, tout ça est d'une beauté extraordinaire. Et je crois que quand les poèmes arrivent à cet état de beauté parfaite, il faut se hausser jusqu'à la perfection soi-même qui est dans le calme. Voilà, c'est bien, c'est très bien. Vous allez maintenant nous faire entendre La mort de Balzac, parce qu'il faut que nous entendions aussi la prose de Hugo, et non seulement ça, mais ce qu'il y avait en lui de reporter, car dans les choses vues, tout est admirable. L'Ortour des cendres, vous avez lu L'Ortour des cendres? C'est admirable, tout ça, c'est magnifique. Et La mort de Balzac, entre autres, est une chose extraordinaire. Mort de Balzac. Le 18 août 1850, ma femme, qui avait été dans la journée pour voir Madame de Balzac, me dit que Monsieur de Balzac se mourait. J'y cours. Monsieur de Balzac était atteint depuis 18 mois d'une hypertrophie du cœur. Après la Révolution de février, il était allé en Russie et s'y était marié. Quelques jours avant son départ, je l'avais rencontré sur le boulevard. Il se plaignait déjà et respirait bruyamment. En mai 1850, il était revenu en France, marié, riche et mourant. En arrivant, il avait déjà les jambes enflées.
4 médecins consultés l'auscultèrent. L'un d'eux, M. Louis, me dit le 6 juillet, « Il n'a pas 6 semaines à vivre. » C'était la même maladie que Frédéric Soulier. Le 18 août, j'avais mon oncle, le général Louis Hugo, à dîner. Sitôt levé de table, je le quittai et pris un fiacre qui me mena avenue Fortuné, numéro 14, dans le quartier Beaujon. C'était là que demeurait M. de Balzac. Il avait acheté ce qui restait de l'hôtel de M. de Beaujon, quelques corps de logis bas échappés par hasard à la démolition. Il avait magnifiquement meublé ses masures, et s'en était fait un charmant petit hôtel ayant porte cochère sur l'avenue Fortuné, et pour tout jardin, une cour longue et étroite où les pavés étaient coupés çà et là de plates-bandes. Je sonnai. Il faisait un clair de lune voilé de nuages. La rue était déserte. On ne vint pas, je sonnai une seconde fois. La porte s'ouvrit. Une servante m'apparut avec une chandelle. « Que veut monsieur ?» dit-elle. Elle pleurait. Je dis mon nom. On me fit entrer dans le salon qui était au rez-de-chaussée et dans lequel il y avait, sur une console opposée à la cheminée, le buste colossal en marbre de Balzac par David. Une bougie brûlait sur une riche table ovale posée au milieu du salon et qui avait en guise de pied 6 statuettes dorées du plus beau goût. Une autre femme vint qui pleurait aussi et qui me dit « Il se meurt. Madame est rentrée chez elle. Les médecins l'ont abandonné depuis hier. Il a une plaie à la jambe gauche. La gangrène y est. Les médecins ne savent ce qu'ils font. Ils disaient que l'hydropisie de monsieur était une hydropisie couenneuse, une infiltration, c'est leur mot, que la peau et la chair étaient comme du lard et qu'il était impossible de lui faire la ponction. Eh bien, le mois dernier, en se couchant, monsieur s'est heurté à un meuble historié, la peau s'est déchirée et toute l'eau qu'il avait dans le corps a coulé. Les médecins ont dit « Tiens, cela les a étonnés » et depuis ce temps-là, ils lui ont fait la ponction. Ils ont dit « Imitons la nature ». Mais il est venu un abcès à la jambe. C'est M. Roux qui l'a opéré. Hier, on a levé l'appareil. La plaie, au lieu d'avoir suppuré, était sèche et brûlante. Alors ils ont dit « Il est perdu » et ils ne sont plus revenus. On est allé chez 4 ou 5 inutilement. Tous ont répondu « Il n'y a rien à faire ». La nuit a été mauvaise. Ce matin, à 9 heures, monsieur ne parlait plus. Madame a fait chercher un prêtre. Le prêtre est venu et a donné à monsieur l'extrême-onction. Monsieur a fait signe qu'il comprenait. 1 heure après, il a serré la main à sa sœur, madame de Surville. Depuis 11 heures, il râle et ne voit plus rien. Il ne passera pas la nuit. Si vous voulez, monsieur, je vais aller chercher monsieur de Surville, qui n'est pas encore couché. Et la femme me quitta. J'attendis quelques instants. La bougie éclairait à peine le splendide ameublement du salon et de magnifiques peintures de Porbus et de Holbein suspendues au mur. Le buste de marbre se dressait vaguement dans cette ombre, comme le spectre de l'homme qui allait mourir. Une odeur de cadavre emplissait la maison. Monsieur de Surville entra et me confirma tout ce que m'avait dit la servante. Je demandai à voir monsieur de Balzac. Nous traversâmes un corridor, nous montâmes un escalier couvert d'un tapis rouge et encombré d'objets d'art, vases, statues, tableaux, crédences portant des émaux, puis un autre corridor, et j'aperçus une porte ouverte. J'entendis un râlement haut et sinistre. J'étais dans la chambre de Balzac. Un lit était au milieu de cette chambre, un lit d'acajou, ayant aux pieds et à la tête des traverses et des courroies qui indiquaient un appareil de suspension destiné à mouvoir le malade. Monsieur de Balzac était dans ce lit, la tête appuyée sur un monceau d'oreiller auquel on avait ajouté des coussins de damas rouge empruntés au canapé de la chambre. Il avait la face violette, presque noire, inclinée à droite, la barbe non faite, les cheveux gris et coupés courts, l'œil ouvert et fixe. Je le voyais de profil, et il ressemblait ainsi à l'empereur. Une vieille femme, la garde, et un domestique se tenaient debout des 2 côtés du lit. Une bougie brûlait derrière le chevet sur une table, une autre sur une commode près de la porte.
Un vase d'argent était posé sur la table de nuit. Cet homme et cette femme se taisaient avec une sorte de terreur et écoutaient le mourant râler avec bruit. La bougie au chevet éclairait vivement un portrait d'homme jeune, rose et souriant, suspendu près de la cheminée. Une odeur insupportable s'exhalait du lit. Je soulevai la couverture et pris la main de Balzac. Elle était couverte de sueur. Je la pressai. Il ne répondit pas à la pression. C'était cette même chambre où je l'étais venu voir un mois auparavant. Il était gai, plein d'espoir, ne doutant pas de sa guérison, montrant son enflure en riant. Nous avions beaucoup causé et discuté politique. Il me reprochait ma démagogie. Lui était légitimiste. Il me disait « Comment avez-vous pu renoncer avec tant de sérénité à ce titre de pair de France, le plus beau après le titre de roi de France ?» Il me disait aussi « J'ai la maison de monsieur de Beaujon, moins le jardin, mais avec la tribune sur la petite église du coin de la rue. J'ai là, dans mon escalier, une porte qui ouvre sur l'église. Un tour de clé et je suis à la messe. Je tiens plus à cette tribune qu'au jardin. » Quand je l'avais quitté, il m'avait reconduit jusqu'à cet escalier, marchant péniblement, et m'avait montré cette porte, et avait crié à sa femme « Surtout, fais bien voir à Hugo tous mes tableaux. » La garde me dit « Il mourra au point du jour. » Je redescendis, emportant dans ma pensée cette figure livide. En traversant le salon, je retrouvais le buste, immobile, impassible, altier et rayonnant vaguement. Et je comparais la mort à l'immortalité. Rentrer chez moi, c'était un dimanche. Je trouvais plusieurs personnes qui m'attendaient, entre autres Riza Bey, le chargé d'affaires de Turquie, Navarrete, le poète espagnol, le comte Arrivabene, proscrit italien. Je leur dis « Messieurs, l'Europe va perdre un grand esprit. » Il mourut dans la nuit. Il avait 51 ans. On l'enterra le mercredi. Il fut d'abord exposé dans la chapelle Beaujon, et il passa par cette porte dont la clé lui était à elle seule plus précieuse que tous les jardins paradis de l'ancien fermier général. Giraud, le jour même de sa mort, avait fait son portrait. On voulait faire mouler son masque, mais on ne le put, tant la décomposition fut rapide. Le lendemain de la mort, le matin, les ouvriers mouleurs trouvèrent le visage déformé et le nez tombé sur la joue. On le mit dans un cercueil de chêne doublé de plomb. Le service se fit à Saint-Philippe-du-Roule, et je songeais, à côté de ce cercueil, que c'était là que ma seconde fille avait été baptisée, et je n'avais pas revu cette église depuis ce jour-là. Dans nos souvenirs, la mort touche la naissance. Le ministre de l'Intérieur, Baroche, vint à l'enterrement. Il était assis à l'église près de moi devant le catafalque, et de temps en temps il m'adressait la parole. Il me dit « C'était un homme distingué. » Je lui dis « C'était un génie. » Le convoi traversa Paris et alla par les boulevards au Père-Lachaise. Il tombait des gouttes de pluie quand nous partîmes de l'église et quand nous arrivâmes au cimetière. C'était un de ces jours où il semble que le ciel verse quelques larmes. Nous fîmes tout le trajet à pied. Je marchais à droite, en tête du cercueil, tenant un des glands d'argent du poêle, Alexandre Dumas de l'autre côté. Quand nous parvînmes à la fosse, qui était tout en haut sur la colline, il y avait une foule immense. La route était âpre et étroite. Les chevaux avaient peine, en montant, à retenir le corbillard qui recula. Je me trouvais pris entre une roue et une tombe, je faillis être écrasé. Des spectateurs qui étaient debout sur le tombeau
me hissèrent par les épaules près d'eux. On descendit le cercueil dans la fosse, qui était voisine de Charles Nodier et de Casimir de Lavigne. Le prêtre dit la dernière prière, et je prononçai quelques paroles. Pendant que je parlais, le soleil baissait. Tout Paris m'apparaissait au loin dans la brume splendide du couchant. Il se faisait presque à mes pieds des éboulements dans la fosse, et j'étais interrompu par le bruit sourd de cette terre qui tombait sur le cercueil. C'est bien, c'est très bien. J'ai rien à vous dire. C'est parfait. Quel bon morceau, hein? C'était un bon reporter. Eh bien, je crois que nous avons bien fait de lire ce passage parce qu'on voit comme ça les deux aspects de ce qu'a été ce génie. D'abord, la perfection de Beaux endormis dans les vers, et ensuite dans la prose, cette clairvoyance et cette pitié. Et non seulement ça, mais il dit c'est un génie. On ne le croyait pas à l'époque, vous savez. Mais oui. On ne le croyait pas. On ne s'était pas rendu compte de la prodigieuse grandeur de cette œuvre. Il apparaît un peu comme un feuilletoniste. Eh bien, Dieu merci. Maintenant, on peut dire qu'Hugo n'a manqué aucune des grandeurs de son époque, car il a écrit à Baudelaire, lui seul, un mot extraordinaire, lui disant « Vous avez apporté à la poésie française un frisson nouveau ». Pas oublier qu'il a fait ça aussi. Ça lui sera tenu compte. Eh bien, je vous remercie beaucoup. C'est très bien. Vous avez bien travaillé. Vous nous avez fait entendre des choses superbes.